La guerre des Gaules, écrit par Aulus Hirtius, traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. 30. Comme on savait qu'après cette déroute, le Sénon Drapès, qui, dès le début du soulèvement de la Gaule, avait rassemblé de toutes parts des gens sans aveu, appelés les esclaves à la liberté, fait venir à lui les bannis de toutes les cités, accueillit les voleurs et intercepté les convois de bagages et de ravitaillement des Romains, comme on savait que ce Drapès avait formé, avec les restes de l'armée en fuite, une troupe atteignant au plus 2000 hommes et marchait sur la province, qu'il avait pour complice le cadurque Lucterios, qui, au début de la révolte gauloise, s'était proposé, comme on l'a vu dans le commentaire précédent, d'envahir la province, le légat Caninius se lança à leur poursuite avec 2 légions, ne voulant pas que la province eût à souffrir ou que la peur s'emparât d'elle, et qu'ainsi nous fussions déshonorés par les brigandages d'une bande criminelle. 31. Caius Fabius, avec le reste de l'armée, part chez les Carnutes et les autres peuples dont il savait que les forces avaient été très éprouvées dans le combat qu'il avait livré à Dumnakos. Il ne doutait pas, en effet, que la défaite qui venait de leur être infligée ne dût les rendre moins fiers, mais non plus que, s'il leur en laissait le temps, ils ne pussent, excités par ce même Dumnakos, relever la tête. En cette occurrence, Fabius eut la chance de pouvoir procéder, dans la soumission des cités, avec la plus heureuse promptitude. Les Carnutes qui, bien que souvent éprouvés, n'avaient jamais parlé de paix, donnent des otages et se soumettent. Les autres cités, situées aux confins de la Gaule, touchant à l'océan, et qu'on appelle armoricaines, entraînées par l'exemple des Carnutes, remplissent sans délai, à l'approche de Fabius et de ses légions, les conditions imposées. Dumnakos, chassé de son pays, dut, errant et se cachant, aller chercher un refuge dans la partie la plus retirée de la Gaule. 32. Mais Drapès et avec lui Lucterios, sachant que Caninius et ses légions étaient tout proches, et se pensant certainement perdus s'ils pénétraient sur le territoire de la province avec une armée à leur trousse, n'ayant d'ailleurs plus la possibilité de battre librement la campagne en commettant des brigandages, s'arrêtent dans le pays des Cadurques. Lucterios y avait joui autrefois, avant la défaite, d'une grande influence sur ses concitoyens, et maintenant même ses excitations à la révolte rencontraient auprès de ces barbares un grand crédit. Il occupe avec ses troupes et celles de Drapès la ville d'Uxellodunum, qui avait été dans sa clientèle. C'était une place remarquablement défendue par la nature. Il en gagne à sa cause les habitants. 33. Caius Caninius y vint tout aussitôt, se rendant compte que de tous côtés la place était défendue par des rochers à pic, dont l'escalade, même en l'absence de tout défenseur, était difficile pour des hommes portant leurs armes. Voyant d'autre part qu'il y avait dans la ville une grande quantité de bagages, et que si l'on essayait de fuir secrètement en les emportant, il n'était pas possible d'échapper non seulement à la cavalerie, mais aux légionnaires même, il divisa ses cohortes en 3 corps et les établit dans 3 camps placés sur des points très élevés. En partant de là, il entreprit de construire peu à peu, selon ce que permettaient ses effectifs, un retranchement qui faisait le tour de la ville. 34. À cette vue, ceux qui étaient dans la ville, tourmentés par le tragique souvenir d'Alésia,
se mirent à craindre un siège du même genre. Luctérios, qui avait vécu ces heures-là, était le premier à rappeler qu'il fallait se préoccuper d'avoir du blé. Les chefs décident donc, à l'unanimité, de laisser là une partie des troupes et de partir eux-mêmes, avec des soldats sans bagages, pour aller chercher du blé. Le plan est approuvé et la nuit suivante, laissant 2000 soldats dans la place, Drapès et Luctérios emmènent les autres. Ils ne restent que quelques jours absents et prennent une grande quantité de blé sur le territoire des Cadurques, dont une partie désirait les aider en les ravitaillant, et l'autre ne pouvait les empêcher de se pourvoir. Ils font aussi, plus d'une fois, des expéditions nocturnes contre nos postes. Pour ce motif, Caninius ne se presse point d'entourer toute la place d'une ligne fortifiée. Il craignait qu'une fois achevé, il ne lui fût impossible d'en assurer la défense, ou que, s'il établissait un grand nombre de postes, ils n'eussent que de trop faibles effectifs. 35. Après avoir fait une ample provision de blé, Drapès et Luctérios s'établissent à un endroit qui n'était pas à plus de 10 milles de la place, et d'où ils se proposaient d'y faire passer le blé peu à peu. Ils se répartissent la tâche. Drapès reste au camp pour en assurer la garde avec une partie des troupes. Luctérios conduit le convoi vers la ville. Arrivé aux abords de la place, il dispose des postes de protection et, vers la 10e heure de la nuit, entreprend d'introduire le blé en prenant à travers bois par d'étroits chemins. Mais les veilleurs du camp entendent le bruit de cette troupe en marche. On envoie des éclaireurs qui rapportent ce qui se passe, et Caninius, promptement, avec les cohortes qui étaient sous les armes dans les postes voisins, charge les pourvoyeurs aux premières lueurs du jour. Ceux-ci, surpris, prennent peur et s'enfuient de tous côtés vers les troupes de protection. Dès que les nôtres aperçoivent ces dernières, la vue d'hommes en armes accroît encore leur ardeur, et ils ne font pas un seul prisonnier. Luctérios réussit à s'enfuir avec une poignée d'hommes, mais il ne rentre pas au camp. 36. Après cette heureuse opération, Caninius apprend par des prisonniers qu'une partie des troupes est restée avec Drapès dans un camp qui n'est pas à plus de 12 000. S'étant assuré du fait par un grand nombre de témoignages, il voyait bien que, puisque l'un des deux chefs avait été mis en fuite, il serait facile de surprendre et d'écraser ceux qui restaient. Mais il n'ignorait pas non plus que ce serait une grande chance si aucun survivant n'était rentré au camp et n'avait apporté à Drapès la nouvelle du désastre. Néanmoins, comme il ne voyait aucun risque à tenter la chance, il envoie en avant vers le camp ennemi toute la cavalerie et les fantassins germains, qui étaient d'une agilité extrême. Lui-même, après avoir réparti une légion dans les trois camps, emmène l'autre en tenue de combat. Arrivé à peu de distance des ennemis, les éclaireurs dont il s'était fait précéder lui apprennent que, selon l'usage ordinaire des barbares, ils ont laissé les hauteurs pour établir leur camp sur les bords de la rivière. Les Germains et les cavaliers n'en sont pas moins tombés sur eux à l'improviste et ont engagé le combat. Fort de ces renseignements, il y mène sa légion en armes et rangée pour la bataille. Les troupes, à un signal donné, surgissant de toutes parts, occupent les hauteurs. Là-dessus, les Germains et les cavaliers, à la vue des enseignes de la Légion, redoublent d'ardeur. Sans désemparer, les cohortes, de tous côtés, se précipitent. Tous les ennemis sont tués ou pris, et l'on fait un grand butin. Drapès même est fait prisonnier au cours de l'action. 37. Caninius, après cette affaire si heureusement menée,
sans qu'il eût presque aucun blessé, retourne assiéger les gens d'Uxellodunum et débarrassé maintenant de l'ennemi extérieur, dont la crainte l'avait jusque-là empêché de disperser ses forces dans des postes et d'investir complètement la place, il ordonne qu'on travaille partout à la fortification. Laius Fabius arrive le lendemain avec ses troupes et se charge d'un secteur d'investissement. « 39. César était chez les Carnutes quand il reçoit coup sur coup plusieurs lettres de Caninius l'informant de ce qui avait été fait concernant Drapès et Lucterios et de la résistance à laquelle s'obstinaient les habitants d'Uxellodunum. Bien que leur petit nombre lui parût méprisable, il estimait cependant qu'il fallait châtier sévèrement leur opiniâtreté afin que l'ensemble des Gaulois n'en vînt pas à s'imaginer que ce qui leur avait manqué pour tenir tête aux Romains, ce n'était pas la force, mais la constance, et pour éviter que, se réglant sur cet exemple, les autres cités ne cherchassent à se rendre libres en profitant de positions avantageuses. Car toute la Gaule, il ne l'ignorait pas, savait qu'il ne lui restait plus qu'un été à passer dans sa province, et s'il pouvait tenir pendant ce temps-là, il n'aurait ensuite plus rien à craindre. Il laissa donc son légat Quintus Calenus à la tête de 2 légions, avec ordre de le suivre à étapes normales. Quant à lui, avec toute la cavalerie, il va rejoindre Caninius à marche forcée. 40. Son arrivée à Uxellodunum surprit tout le monde. Quand il vit que les travaux de fortification entouraient complètement la place, il jugea qu'à aucun prix on ne pouvait lever le siège. Et comme des déserteurs lui avaient appris que les assiégés avaient d'abondantes provisions de blé, il voulut essayer de les priver d'eau. Une rivière coulait au milieu d'une vallée profonde qui entourait presque complètement la montagne sur laquelle était juché Uxellodunum. Détourner la rivière, le terrain ne s'y prêtait pas. Elle coulait, en effet, au pied de la montagne dans la partie la plus basse, si bien qu'en aucun endroit on ne pouvait creuser des fossés de dérivation. Mais les assiégés n'y avaient accès que par une descente difficile et abrupte. Pour peu que les nôtres en défendissent l'abord, ils ne pouvaient ni approcher de la rivière, ni remonter pour rentrer la pente raide, sans s'exposer aux coups et risquer la mort. S'étant rendu compte de ces difficultés que rencontrait l'ennemi, César posta des archers et des frondeurs, plaça même de l'artillerie sur certains points en face des pentes les plus aisées, et ainsi il empêchait les assiégés d'aller puiser l'eau de la rivière. 41. Alors ils se mirent à venir tous chercher de l'eau en un seul endroit, au pied même du mur de la ville, où jaillissait une source abondante, du côté que laissait libre, sur une longueur d'environ 300 pieds, le circuit de la rivière. Chacun souhaitait qu'il fût possible d'interdire aux assiégés l'accès de cette source. Mais César seul en voyait le moyen. Il entreprit de faire, face à la source, pousser des mantelets le long de la pente et construire un terrassement au prix d'un dur travail et de continuelles escarmouches. Les assiégés, en effet, descendant au pas de course de leur position, qui dominait la nôtre, combattent de loin sans avoir rien à craindre et blessent un grand nombre de nos hommes qui s'obstinent à avancer. Pourtant, cela n'empêche pas nos soldats de faire progresser les mantelets et, à force de fatigue et de travaux, de vaincre les difficultés du terrain. En même temps, ils creusent des conduits souterrains dans la direction des filets d'eau et de la source où ceux-ci aboutissaient.
Ce genre de travail pouvait être accompli sans aucun danger et sans que l'ennemi le soupçonnât. On construit un terrassement de 60 pieds de haut. On y installe une tour de 10 étages qui sans doute n'atteignait pas la hauteur des murs. Il n'était pas d'ouvrage qui permit d'obtenir ce résultat, mais qui, du moins, dominait l'endroit où naissait la source. Du haut de cette tour, de l'artillerie lançait des projectiles sur le point par où on l'abordait. Et les assiégés ne pouvaient venir chercher de l'eau sans risquer leur vie, si bien que non seulement le bétail et les bêtes de somme, mais encore la nombreuse population de la ville souffrait de la soif. 42. Une aussi grave menace alarme les assiégés qui, remplissant des tonneaux avec du suif, de la poix et de minces lattes de bois, les font rouler en flammes sur nos ouvrages. Dans le même temps, ils engagent un combat des plus vifs, afin que les Romains, occupés à une lutte dangereuse, ne puissent songer à éteindre le feu. Un violent incendie éclate brusquement au milieu de nos ouvrages. En effet, tout ce qui avait été lancé sur la pente, étant arrêté par les mantelets et par la terrasse, mettait le feu à ces obstacles mêmes. Cependant, nos soldats, malgré les difficultés que leur créait un genre de combat si périlleux et le désavantage de la position, faisaient face à tout avec le plus grand courage. L'action, en effet, se déroulait sur une hauteur, à la vue de notre armée, et des deux côtés on poussait de grands cris. Aussi, chacun s'exposait-il aux traits des ennemis et aux flammes avec autant plus d'audace qu'il avait plus de réputation, voyant là un moyen que sa valeur fût mieux connue et mieux attestée. 43. César, voyant qu'un grand nombre de ses hommes étaient blessés, ordonne aux cohortes de monter de tous les côtés à l'assaut de la montagne et de pousser partout des clameurs pour faire croire qu'elles sont en train d'occuper les remparts. Ainsi fait-on, et les assiégés, fort alarmés, car ils ne savaient que supposer sur ce qui se passait ailleurs, rappellent les soldats qui assaillaient nos ouvrages et les dispersent sur la muraille. Ainsi le combat prend fin et nos hommes ont vite fait ou d'éteindre l'incendie ou de faire la part du feu. La résistance des assiégés se prolongeait, opiniâtre, et bien qu'un grand nombre d'entre eux fussent morts de soif, ils ne cédaient pas. À la fin, les ruisselets qui alimentaient la source furent coupés par nos canaux souterrains et détournés de leur cours. Alors la source, qui ne tarissait jamais, fut brusquement à sec, et les assiégés se sentirent du coup si irrémédiablement perdus qu'ils virent là l'effet non de l'industrie humaine, mais de la volonté divine. Aussi, cédant à la nécessité, ils se rendirent. « 44. César savait que sa bonté était connue de tous et il n'avait pas à craindre qu'on expliquât par la cruauté de son caractère un acte de rigueur. Comme, d'autre part, il ne voyait pas l'achèvement de ses desseins, si d'autres, sur divers points de la Gaule, se lançaient dans de semblables entreprises, il estima qu'il fallait les en détourner par un châtiment exemplaire. En conséquence, il fit couper les mains à tous ceux qui avaient porté les armes et leur accorda la vie sauve, pour qu'on sût mieux comment il punissait les rebelles. Drapès, qui, je l'ai dit, avait été fait prisonnier par Caninius, soit qu'il ne put supporter l'humiliation d'être dans les fers, soit qu'il redouta les tourments d'un cruel supplice, s'abstint pendant quelques jours de nourriture et mourut de faim. Dans le même temps, Luctérios, dont j'ai rapporté qu'il avait pu s'enfuir de la bataille, était venu se mettre entre les mains de l'Arverne Epasnactos. Il changeait en effet souvent de résidence et ne se confiait pas longtemps au même hôte, car, sachant combien César devait le haïr,
il estimait dangereux tout séjour de quelque durée. L'Arverne Epasnactos, qui était un grand ami du peuple romain, sans aucune hésitation le fit charger de chaînes et l'amena à César.